Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux d'ouvrir la 3e édition de Digital Habitat, les journées connectées de l'habitat, une édition 100% en ligne, mais aussi 100% engagée au service de toutes les forces du secteur. Digital Habitat est un événement indépendant organisé par 30 partenaires privés, des startups et des sociétés innovantes qui contribuent toutes à la transformation du secteur de l'habitat. Ces 30 partenaires ont un double objectif: valoriser les innovations digitales déployées par les acteurs de l'habitat pour transformer leur métier, leurs services, la réponse aux besoins des territoires, et puis contribuer à la réflexion du secteur sur les opportunités qu'offre le digital aujourd'hui. Cet événement se tient sur 2 journées. Demain, jeudi 24 mars, les 30 partenaires vous proposeront près de 70 conférences courtes, des webinaires d'une demi-heure, autant d'occasions de découvrir ou de mieux connaître ce que chacun d'entre eux peut vous apporter et qui peut vous être réellement utile dans vos métiers. Ces conférences seront également disponibles en replay. Et puis aujourd'hui, mercredi 23 mars, c'est une journée de partage de points de vue sur les évolutions du secteur de l'habitat, avec cette thématique autour de la transformation digitale. Qu'est-ce que le digital change réellement? Quelles sont les opportunités qu'il offre? Comment concrétiser ces changements et quels impacts sur les organisations et les métiers du secteur? 5 tables rondes thématiques sont au programme de ce mercredi et exploreront des thèmes comme l'innovation numérique au service des objectifs environnementaux dans les constructions et les réhabilitations, au service de la réduction des consommations énergétiques, de la mobilisation des locataires pour répondre aux défis climatiques, mais aussi de la performance RSE en interne ou en externe. Et nos intervenants tout au long de la journée, des bailleurs sociaux, des promoteurs et les acteurs les plus innovants du secteur. Tout au long de ces tables rondes, vous pourrez interagir avec nos invités en posant vos questions, en livrant vos témoignages, vos retours d'expérience dans la fenêtre qui est située à gauche de votre écran. Quelques remerciements, tout d'abord aux intervenants qui nous font l'honneur de participer à cet événement, à toutes les startups et entreprises qui ont contribué très activement à sa préparation, à Jean-Michel Royot et aux équipes d'Esprit d'Essence pour leur appui sur l'organisation de cette 3e édition. Et pour débuter, voici donc notre première table ronde d'ouverture de cet événement que nous avons intitulé « Comment le digital relève-t-il les défis énergétiques, les défis serviciels des nouveaux modes d'habitat ?» Je vous présente rapidement nos intervenants avant de leur donner la parole. Jean-Michel Royot, j'en parlais tout à l'heure, ex-DG d'Arkea, ex-DG d'Action Logement Service et aujourd'hui Senior Advisor qui va animer cette table ronde avec moi. Emmanuel François, président de Smart Building Alliance for Smart Cities. Valérie Fournier, directrice générale d'Immobilière 3F, un petit peu notre grand témoin de cette table ronde. Muriel Chevillard, directrice générale adjointe de la performance et des ressources chez Erilia. Et enfin, Amédée Brétinière, directeur innovation pour Réalité. Et puis, je vous propose qu'on fasse contribuer aussi toutes les personnes qui nous regardent, qui êtes devant votre écran. On va lancer un sondage auquel vous pouvez répondre sur la gauche de votre écran. On vous demande un mot, un seul, qui décrit votre vision de l'habitat dans 5 ans. Voilà, on va faire comme ça un petit nuage de mots et on va voir un petit peu la tendance. Allez-y, on reviendra dans quelques instants pour prendre connaissance des résultats. Bonjour Jean-Michel Royot. Qu'est-ce que vous attendez de cette table ronde et plus largement de cette journée d'échange? C'est à vous que revient finalement le mot introductif de cette table ronde et de cette journée. Alors, qu'est-ce que j'attends de la journée? Que demain ou après-demain, puisqu'il y a 2 jours, 23-24, les acteurs de l'habitat travaillent de plus en plus avec les startups et inversement. Moi, j'ai à cœur, et j'ai toujours eu à cœur de lier, je dirais, les acteurs de l'économie entre guillemets traditionnelle avec les acteurs du digital qui bousculent, mais qui apportent énormément de positifs. Alors ça tombe bien parce que lier, c'est vraiment le sens de cet événement sur 2 jours. Allez, un petit mot d'introduction. Un petit mot pour dire, en fait, pour faire part également de mon expérience, effectivement, j'ai vécu 10 ans formidables chez Arkea et Arkea Bank où je m'occupais du développement commercial et j'ai pu noter comment Arkea, qui est un groupe bancaire, et vous savez, on a toujours tendance à dire que les groupes bancaires ne sont pas obligatoirement des acteurs très agiles, comment Arkea a été très agile et ce que mettait en place la direction du groupe, c'était de challenger en permanence les équipes internes, et pas uniquement les équipes IT, les équipes internes avec les startups. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il y avait une solution qui était proposée en interne, on se posait la question de savoir s'il n'y avait pas une start-up qui pouvait nous permettre d'aller plus vite, qui
pouvait nous permettre d'aller également moins cher, parce qu'il y a toujours des sujets de coût, et qui permettait également de transformer le modèle pour un meilleur service client. Et ça, c'était systématique. Et donc, ça a obligé non seulement à challenger, mais ça a obligé également à travailler ensemble. Et ça a permis à cette petite banque à devenir très 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 agile. Et j'incite les acteurs de l'habitat à faire pareil. Le deuxième élément que je voudrais noter, j'ai eu la chance de participer à la soirée des Pyramides d'Or qu'a organisée la FPI. Et j'ai été très sensible aux propos de Marc Pigeon, ancien président de la FPI, président d'une jolie entreprise montpelliéraine qui s'appelle Roxim, et qui disait les enjeux des promoteurs, et on peut l'appliquer à tous les bâtisseurs et donc aux acteurs évidemment du monde du logement social, tous les gens qui bâtissent, ils ont deux enjeux. Un enjeu pour les prochaines années qui est de créer, de bâtir la ville de demain en intégrant finalement toutes ces contraintes de bas carbone, RSE, consommation, mais également l'expérience client, et le locataire est un client qui mérite toute notre attention et qui doit être au centre en permanence de nos attentions. Ça, c'est la ville de demain, mais immédiatement, c'est d'améliorer la qualité perçue, la qualité du bâti, la qualité du service rendu, et là je vise tout ce qui est serviciel. Et sur ces deux critères, je suis intimement convaincu, et j'en rencontre régulièrement, que les startups peuvent aider les acteurs, qu'ils soient promoteurs ou qu'ils soient bailleurs HLM. Et troisième élément, je voudrais vous dire à quel point je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je supporte, au sens footballistique du terme, les startups, et j'invite les startups à me faire signe. Je fais passer, j'interviewe toutes les semaines une startup sur Radio Imo. Donc c'est mes activités pour essayer d'améliorer avec beaucoup d'humilité la visibilité de ces startups. Donc certaines parmi les organisateurs d'aujourd'hui m'ont fait l'honneur de venir sur Radio Imo, mais celles qui n'ont pas pu le faire, je les incite à venir me rencontrer. On me trouve assez facilement sur LinkedIn. Moi, je crois vraiment beaucoup à ce mariage monde du digital et monde de l'économie réelle aujourd'hui. Merci Jean-Michel Royot pour ces propos introductifs qui ont donné le temps à nos internautes, à nos spectateurs de remplir le petit sondage qu'on leur a proposé. Un mot qui décrit leur vision du logement, de l'habitat dans 5 ans. Alors je vais vous faire la lecture de ce nuage de mots. Vous avez tous accès à ce nuage de mots maintenant. Il y a des petits mots comme ça qui se baladent. Rénovation énergétique, frugal, adaptatif, intergénération, écologique, adaptabilité, résilient, logement habile, proximité, innovation, service inclusif, etc. Mais il y a un mot mixité qui ressort, il y a un mot économe qui ressort, et alors en plein milieu, il y a un énorme mot connecté. Donc est-ce que évidemment le sujet Digital Habitat, on est vraiment dans des services connectés, on est d'accord? Est-ce qu'il y a un petit biais, ou est-ce que vraiment il y a un énorme sujet, aussi énorme que ce mot au milieu? Ma foi, on en parlera tout au long de cette journée. Je suis intimement convaincu que mon voisin de droite va vous faire une belle démonstration sur ce sujet de la connecté. J'en doute pas. Jean-Michel Royot, vous vouliez interroger Valérie Fournier, notre grand témoin de cette table ronde d'ouverture. C'est avec une joie non dissimulée que je vais passer la balle à Valérie. Alors on ne présente plus Valérie Fournier, qui est présidente de la Fédération des entreprises sociales de l'habitat, les ESH, mais qui est également DG de 3F, qui est le SH navire amiral du groupe Action Logement Immobilier. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Michel. Alors j'ai d'abord une question pour la présidente des ESH. Quelle est votre vision aujourd'hui de l'habitat dans 5 ans, et quid du digital dans cette vision? Alors je vais essayer c'est très difficile en fait d'avoir une vision de l'habitat dans 5 ans, surtout à quelques semaines d'une présidentielle qui sera peut-être très impactante pour l'habitat, en tout cas pour l'habitat social. Disons que je pense que, en tout cas de manière classique, finalement, la vision de l'habitat qu'on peut avoir chez un bailleur social, il va être fondamentalement sur nos fondamentaux de métier qu'en tout cas nous portons collectivement, le fait de continuer à construire du neuf et de l'habitat de ce point de vue-là durable. Nous continuons à considérer, et nous y invite fortement, que rénover
Et donc, entretenir nos bâtiments est essentiel. Et par ailleurs, je dirais qu'on a un métier autour de l'attribution et du parcours qui, bien évidemment, avec une année où on va passer à la gestion en flux, va être largement digitalisé ou complexifié. Donc ça, c'est, je dirais, ce que on pourrait tous dire et identifier. Moi, j'y vois plusieurs autres enjeux qui nous percutent, qui sont à la fois des sujets de risque et potentiellement d'inquiétude, mais qui en même temps, et c'est plutôt ça la parole que je voulais apporter, qui sont d'après moi une réelle opportunité. D'abord, objectivement, on a aujourd'hui, c'est rare que dans ma bouche, parce que c'est pas vraiment l'essentiel de ce qui m'anime, des sujets de financement. Alors, pas de financement pour aller chercher sur les marchés mondiaux, mais de financement. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des bilans d'exploitation qui ont été fortement percutés. Et donc, notre modèle est un peu un modèle sous EPO que la promotion privée connaît depuis de très nombreuses années, finalement. Donc, on peut survivre dans l'immobilier en étant soumis à l'EPO. Mais l'EPO, ça a une difficulté, comme toute drogue, c'est que ça vous oriente et ça vous contraint. Voilà. Donc ça, c'est un sujet collectif qui n'est pas si simple, qui peut d'ailleurs avoir des échos en conséquence sur une vision qu'on pourra avoir du digital, ou qu'en tout cas on peut avoir assez simplement, qui est de dire finalement le digital va nous faire des économies, et ces économies vont être vertueuses, c'est formidable. Le deuxième gros enjeu pour moi, sur lequel finalement on n'a collectivement pas tant de réponses que ça, c'est sommes-nous encore capables de faire du logement abordable ? Abordable au sens, est-ce que le package que nous offrons entre le loyer et les charges locatives peut être comprimé, en tout cas organisé, et on le voit bien avec la crise actuelle, que la question de la maîtrise, entre guillemets, du package global est un sujet pour tous les bailleurs, et je pense qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes dans une équation potentiellement peu vertueuse, puisque nous produisons du logement à un coût trop élevé pour les populations entrantes dans le parc social. Le troisième enjeu pour moi, c'est que je pense que nous sommes à la veille d'un changement profond de métier, sur lequel le digital peut être un avantage ou un inconvénient, ça dépend comment on le prend, qui est celui de passer d'un métier qui est celui de construire et de gérer de l'habitat, et donc de considérer que le fait de donner une adresse fait partie de notre mission et l'exécution de cette mission, à un métier, en tout cas, moi je pense que c'est vraiment un métier sur lequel il faut qu'on s'interroge, qui est celui de l'accompagnement des gens et des parcours de vie. C'est pas la même chose. Ça nous percutera à double niveau. D'abord, comme toujours, quand on dit qu'on va accompagner, le réflexe, c'est de dire que ça va nous coûter cher et que de toute façon, on ne va pas pouvoir le trouver sur nos locataires. Donc, il va falloir trouver soit quelqu'un d'autre qui le paye, soit trouver une façon de le faire différemment. Et en sens inverse, je pense qu'aujourd'hui, chez beaucoup de gens, dans les pouvoirs publics et autres, la question de savoir si notre modèle, qui est d'avoir des organismes qui sont propriétaires de leurs immeubles, qui les gèrent en bon père de famille, durablement, est un modèle qui est durable. Voilà. On peut prendre un exemple assez récent avec le ministère de la Défense, d'un projet que 3F a perdu, donc j'ai d'autant plus facilité à en parler, mais qui était intéressant pour deux raisons. D'abord, le ministère de la Défense a décidé de faire une concession sur ses actifs immobiliers, pour à la fois les rénover, en construire de nouveaux, et puis les gérer pendant un temps très court, 35 ans, ce qui n'est pas du tout notre modèle classique de relation avec les pouvoirs publics. Donc un modèle très court, qui d'ailleurs ne trouve pas fondamentalement tellement son équation économique, si on la regarde telle qu'elle, en tout cas au vu du niveau d'ambition qui était celui du ministère de la Défense. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'au-delà de ce système-là, on a été collectivement percutés par l'idée que finalement avoir un acteur privé était préférable à avoir un acteur du secteur réglementé, et que cette idée que le marché, l'efficacité appartiendrait comme ça à la sphère privée, c'est peut-être vrai, je ne suis pas totalement sûre que ce soit vrai, mais c'est peut-être vrai, mais en tout cas,
on voit bien qu'on a des évolutions de modèles où des gens qui pourraient, avec des certains niveaux d'engagement, pourraient être d'ailleurs au niveau de la construction de la ville une autre façon de trouver la solution à une politique publique. Donc on a ces questions-là et ces questions-là, elles se traduisent aussi bien évidemment sur une certaine défense de ce qu'est le modèle du logement social à la française, qui est un modèle très large. J'ai vu que vous avez parlé de la mixité. En fait, on est des acteurs et on porte en tout cas cette idée de la mixité de la ville, de la mixité de l'habitat. Et bien évidemment, on est aujourd'hui chahuté par la priorité, entre guillemets, que les Français veulent donner au logement social ou pas, ou la priorité que les pouvoirs publics, d'ailleurs, veulent donner. Voilà. Et je reviens sur le sujet 5 minutes de l'accompagnement, parce que l'accompagnement, pour moi, ce qui est un petit sujet, d'ailleurs, sur le digital, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de débats. Par exemple, on va en réavoir dans les semaines qui viennent, avec les pouvoirs publics sur le revenu universel d'activité, cette idée que les guichets uniques sont la solution à tout ce qui est les sujets de financement budgétaire, et que finalement le sujet, c'est les sujets de guichets et de tuyaux financiers. Moi, je suis intimement persuadée que le sujet n'est pas du tout le sujet du guichet ou le sujet du tuyau. En fait, en France, il y a énormément de tuyaux. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de la difficulté de partir de l'individu, de faire le 360 de ce qu'il faut mobiliser pour trouver ces solutions et d'arriver à trouver les bons guichets. Ce n'est pas le sujet du guichet. Le sujet du guichet, ça marche pour Bercy. En fait, le sujet du guichet, c'est une façon de faire des économies sans le dire. Voilà, on dit ça va être super, on va globaliser tout, et puis vous allez voir, ça va être vachement mieux. Mais en fait, non, vous aurez perdu pas mal de trucs au milieu du gué, et on aura l'air d'avoir fait une grande réforme administrative. Et moi, je pense que les bailleurs sociaux, de ce point de vue-là, ont, par leur résilience, par leur présence permanente sur les territoires et par leur durée de vie, entre guillemets, en tout cas pour l'instant, ils ont encore une durée de vie, une vraie chance de faire. Ce qui me permet de répondre à la deuxième question, enfin d'essayer en tout cas, rapidement, sur le digital. Alors j'avoue qu'à titre personnel, alors c'est peut-être pas trop dans le thème de la journée, je pense qu'on a plusieurs sujets sur le digital dans l'habitat social. On a un sujet qui est que c'est clair, le bâtiment, en tout cas français, mais je dirais même globalement, est un secteur qui n'a pas encore fait son tournant digital. Et peut-être encore plus l'habitat social, parce que notre système, entre guillemets, d'avoir des clients quelque part un peu assignés à résidence, en tout cas qui sont dans un système très administratif de la gestion, a fait que pendant longtemps, même si nos locataires, et j'en suis d'accord, sont des clients, ce n'était pas forcément nos actions commerciales ou notre agilité commerciale qui était forcément dans nos priorités opérationnelles. Donc c'est vrai que globalement, le digital dans l'habitat et le digital dans la relation sont encore... alors, je vais dire ça après, juste au début des 2 jours qui vont démontrer exactement l'inverse. Mais il y a énormément d'expériences, énormément de choses qu'on fait avec les startups et énormément de débuts de digitalisation. Mais malgré tout, on est un secteur qui n'est pas encore transformé par le digital très fortement, alors qu'il y en a des potentialités. Après, moi, ce que je retiens malgré tout sur les sujets de stratégie digitale des organismes, c'est 2 enjeux. D'abord, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se tromper d'enjeu pour un bailleur social. C'est-à-dire, moi, à titre personnel, je ne crois pas que le digital fait forcément économiser des coûts. Même potentiellement, je dirais que si on met beaucoup de connectiques dans un appartement, on ne sera pas très sobre et on sera potentiellement plus cher. Donc il faut qu'on arrive à gérer cette équation qui est qu'à la fois on a des gens qui ont de plus en plus l'habitude de vivre avec leur téléphone, avec des applications, avec tout ce que le système leur donne. Bon, alors sauf si bien évidemment les Russes coupent les tuyaux d'Internet, comme ça va nous ramener au boulier et on sera tranquille. Mais en dehors de ça, voilà, donc il y a des gens qui ont une aspiration à trouver des solutions. Mais il faut bien le dire aussi, toute solution connectée, elle a un coût. Et on a cette équation-là sur un public du logement social qui n'a quand même pas la capacité d'amortir énormément de coûts de ce point de vue-là. Et la deuxième chose aussi que je considère, moi je pense que le digital, il a un intérêt pour un organisme quand il est là pour répondre, soit
soit pour apporter un standard, en tout cas de service, qu'on peut considérer comme nécessaire, soit pour répondre à des choses qui finalement nous prennent beaucoup de temps sans efficacité humaine réelle. En fait, je pense que l'inconvénient du système, c'est pas de croire que la stratégie digitale, elle va vous déployer, vous allez avoir une relation client formidable parce que vous allez parler à un chatbot et que c'est super, quoi. Mais, donc, je pense que le sujet pour un organisme, c'est vraiment de distinguer finalement ou de recentrer en fait ces hommes et sa relation humaine, parce que aujourd'hui, je pense qu'on est confronté au fait qu'on nous impose des tailles, on nous impose des globalisations, et en même temps qu'on a des gens qui veulent, qui ne s'intéressent qu'au dernier kilomètre de ce que nous faisons, et donc à la réalité d'avoir des gens physiquement présents et qui répondent à leurs questions immédiatement et qui ont la capacité de leur répondre. Et donc c'est toute cette ambiguïté de l'équilibre entre qu'est-ce que le digital m'apporte pour être plus agile, plus performant, et en même temps, comment je repositionne mes équipes, parce que nos équipes, elles sont là, d'abord, accessoirement. Et en plus, parce qu'elles ont, si on est dans un système où on est beaucoup plus dans un accompagnement des gens, elles ont un vrai nouveau défi, qui n'est pas forcément d'ailleurs celui qu'elles ont aujourd'hui, mais un nouveau défi de transformation. Et donc, je pense que c'est ça. Et la troisième chose que je dirais sur le digital... alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur Arkea. En plus, je pense que les bailleurs sociaux sont un peu comme les banques. Ils ont une espèce de masse qui fait que leur agit. Mais oui, mais voilà. Mais moi, j'ai le droit de le dire. C'est qu'en juin la réélection, donc d'ici là, j'ai le droit de dire ce que je veux. Non, mais en dehors de cette blague, ce que je veux dire, c'est que en fait, le problème du digital, c'est que le digital ou la start-up, elle répond à une question par une application. Donc, c'est très efficace parce qu'en fait, elle part d'une seule question et elle en déduit un process intelligent pour répondre à cette question. Et l'inconvénient pour un organisme, c'est de se noyer là-dedans. En fait, et c'est tout le sujet de la stratégie pour les organismes aujourd'hui. Je pense que le digital peut nous aider à sortir des ERP et d'une informatique lourde, peu efficace, et à qui on a essayé de faire tout et n'importe quoi, et aujourd'hui on arrive aux limites du système. Mais en sens inverse, il faut qu'on fasse des choix. Et voilà, et c'est vraiment ça, je pense, l'intérêt de ces 2 journées. C'est de dire aux organismes, voilà, il y a plein d'enjeux, plein de risques, mais on vit une époque formidable parce qu'elle remet au centre la question de son propre choix. Voilà. Et c'est quand même sympa quand on est DG d'avoir des choix. Vous voyez ? Surtout dans un secteur réglementé où d'habitude on est très connecté à ce qu'on nous demande. Et est-ce que tu peux nous dire sur 3F ? Alors, sur 3F, vous en verrez plein des 3F. J'ai vu dans le programme, il y en a plein. Voilà. Il y en a plein des 3F. Sur 3F, on va essayer de faire... alors, on est en plein projet d'entreprise, donc je ne suis pas encore prête à... Mais en tout cas, on fait plein de choses sur 3F. On a commencé le BIM il y a déjà pas mal de temps. Voilà, on travaille avec un certain nombre de startups là-dessus. Je pense qu'on a un vrai enjeu collectif chez 3F comme ailleurs d'ailleurs sur le BIM exploitation, c'est-à-dire avoir un sujet qui passe d'un sujet très qui soit plus prédictif et plus en capacité d'agilité pour 2 raisons. D'abord parce que pour sortir d'abord de la technicité. Voilà, un bailleur social, c'est un ensemble de directeurs spécialistes de leur secteur et qui sont persuadés qu'ils ont raison. Et donc, un bailleur social, ce n'est pas un système où la transversalité, où la capacité à partager est forcément évidente parce que notre ADN, il est fondé sur notre expertise métier. Voilà. Et alors, je ne dirais pas, je sais que Christophe Lheureux va intervenir aujourd'hui, donc je ne devrais pas dire ça, mais les gens de la technique et du patrimoine sont, d'après moi, l'archétype de cette idée que je sais pour les autres. Voilà. Donc le digital, il les percute un peu et c'est bien. Et le BIM exploitation les percute un peu pour tout ça. Et je pense que en tout cas, c'est une évolution. C'est une évolution en tout cas qui est assez simple pour les organismes parce que c'est une évolution qui ne concerne pas l'être humain. Et donc, on est sur nos propres données, on fait notre boulot, etc., etc. Et puis après, il y a tout le champ de la relation client.
qui aujourd'hui va se traduire par nos extranets, par nos chatbots, par demain par tout ce qui va être l'attribution en flux, et le sujet de jusqu'où nous allons ou pas. Et là, vraiment, je pense que l'enjeu, c'est vraiment d'équilibrer, justement, de réorienter nos personnels sur ce qui est l'essence même de ce qui nécessite le lien humain. Et ça, c'est pas si facile que ça, en fait. Voilà. Donc on est là-dedans, on est là-dessus. Et puis après, je pense que l'objectif aussi, c'est de se poser la question de l'habitat que nous construisons, parce qu'en fait, ce que nous construisons aujourd'hui, dans un monde qui nous oblige à beaucoup construire, c'est quand même ce qu'on gérera dans les 50 à 60 ans, voire les 100 ans qui viennent, si on est sur notre modèle. Et je ne suis pas sûre qu'on construise forcément ce qu'on considérera comme attractif dans 20 ou 30 ans. Donc on a vraiment besoin de ce point de vue-là de beaucoup plus de données et de questions de stratégie. Donc je vais rajouter un mot, flexibilité. Flexibilité, on peut rajouter flexibilité. Durabilité, enfin voilà, on peut en rajouter beaucoup. Merci beaucoup Valérie Fournier, merci Jean-Michel Royeux. Bien sûr, vous réagissez aux propos de nos autres intervenants. Emmanuel François, je vais vous passer la parole. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est SBA, la Smart Building Alliance for Smart Cities? Alors, en quelques mots, la Smart Building Alliance for Smart Cities, qui va avoir 10 ans le mois prochain, est une association que j'ai cofondée pour accompagner tous les acteurs du bâtiment, de la ville, dans ces sujets de transition numérique et transition environnementale. Il y a 10 ans, effectivement, c'était sans doute un peu visionnaire. On m'a plutôt dit que j'étais fou de créer une association à l'époque, qui allait heurter éventuellement des syndicats professionnels ou autres. Et en fait, la réponse était claire. Il y a des syndicats professionnels qui ont une approche en silo, qui défendent les intérêts de leurs adhérents. Et au-delà de ça, il faut une approche transversale à l'heure du numérique qui relie tous ces acteurs pour une vision globale et une approche globale autour du numérique et repenser le bâtiment, la ville, autour des enjeux environnementaux et numériques. Et c'est ça la SBA. Très bien. Alors, même question qu'à Valérie Fournier et qu'à nos spectateurs. C'est quoi aujourd'hui votre vision de l'habitat à 5 ans? Et est-ce qu'elle a évolué par rapport à il y a 10 ans quand vous avez créé la SBA? Elle a évolué parce qu'effectivement, on peut avoir une vision, mais souvent, la vision, elle peut être un peu utopique. Parce que surtout si on a des visions à 10, 20 ans. Et en fait, il s'est passé quelque chose, la crise du Covid, qui a tout précipité. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, Emmanuel, ce dont tu as rêvé est en train de se réaliser. Donc, go. Voilà, en fait, ça a tout précipité. Et en fait, aujourd'hui, je vois 3 chocs. D'abord, un choc, je dirais, social ou sociétal. Ce choc, je dirais qu'il y a 3 points. Le premier, c'est d'abord un pouvoir d'achat. On sait, on le voit bien, mais Valérie l'a dit, aujourd'hui, le logement est de moins en moins accessible. Donc, il faut le repenser et ça va être de pire en pire avec l'augmentation du coût de l'énergie, mais aussi l'augmentation des loyers. Et on sait très bien que l'augmentation de l'immobilier, du prix de l'immobilier est liée à l'endettement des pays. Donc, plus les pays seront endettés, plus effectivement, il y aura de la spéculation immobilière. Donc, on est dans une spirale infernale. Donc, effectivement, ça ne peut plus marcher. Et ce n'est pas uniquement en France. C'est mondial et au minimum européen. Je dirais même que chez nos voisins allemands, c'est pire. Parce que l'énergie coûte plus cher. Et il y a eu une spéculation immobilière dans les dernières années qui a été dramatique. Et bien sûr, tout ça vient percuter une actualité auquel Valérie Fournier faisait référence également, voilà, sur l'énergie, le coût de l'énergie, la disponibilité de l'énergie. Bah bien sûr. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a au moins un tiers des Français, mais des Européens, qui sont dans une situation d'extrême précarité et qui s'aggrave de jour en jour. Extrême précarité, vous assumez le mot extrême précarité? J'assume, parce qu'effectivement, je pense qu'on ne voit pas ce qui arrive, mais effectivement, quand l'énergie est multipliée par 2, le coût de l'énergie est multiplié par 2, que les logements prennent 10 ou 20%, c'est plus acceptable, c'est plus possible. Et puis en plus, si vous voulez, le Covid a précipité certaines choses, et on n'y pense pas. Mais il y a eu encore plus de personnes qui vivent seules,
30% de personnes qui sont en plus seules sur les 2 dernières années. Plus 30%. Parce qu'effectivement, la période de confinement a fait que les couples se sont séparés, même des personnes âgées. Donc en fait, il y a une pression sur le logement qui est énorme. Bon, alors ça, c'est l'apocalypse, mais qu'est-ce que... Non, ce n'est pas l'apocalypse, parce que justement, il y a des solutions. Bon. Et justement, il faut aller beaucoup plus. Les réponses à apporter rapidement, c'est des solutions d'efficacité énergétique. Là, c'est demain. Oui. Pour apporter 25 à 30% de réduction de la consommation énergétique dans tous les logements et dans tous les bâtiments. Et c'est demain. Ce n'est pas après-demain, c'est demain. Et c'est aussi d'aller beaucoup plus vers des espaces partagés, ce que j'appelle les communs. Et ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais effectivement, quand on sait que, par exemple, sur Paris-Île-de-France, enfin Paris, Grand Paris, 50% des logements sont occupés par une seule personne ou inoccupés partiellement. 50%, c'est pas possible. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne peut pas durer. Ou un autre chiffre, quand de 0 à 30 ans, on vit dans 20 mètres carrés, de 30 ans ou 35 ans à 60 ans, on vit dans 40 mètres carrés, et au-delà de 65 ans, on vit dans 60 mètres carrés. C'est irrationnel. Vous voyez, donc aujourd'hui, il faut aller vers beaucoup plus de flexibilité, de mixité, comme vous l'allez dire, et de modularité. C'est intéressant parce que ça induit un changement sociétal, très profond. C'est le choc sociétal, voilà. Ouais. Ensuite, si vous voulez, c'est un problématique de lien social. Moi, ce que j'appelle, c'est la crise identitaire de notre société. On est effectivement rivé sur notre portable, on vit dans un monde virtuel, on a oublié l'autre. Or, nous vivons avec nous, mais avec l'autre aussi. On a besoin de l'autre, on a besoin de contact social. Mais si vous passez 2 heures dans les transports et que vous êtes enfermé ensuite sur votre portable, mais vous perdez le lien social. Eh bien, aujourd'hui, il y a un choc de lien social, ou que j'appelle un choc de lien social, où effectivement, il faut recréer son lien social à l'échelle des bâtiments et à l'échelle du quartier. Il faut aller vers beaucoup plus de mutualisation des ressources et des services. D'où la mutualisation des espaces. Mais pas seulement, les services. C'est-à-dire que des personnes dans le quartier vont apporter des services aux autres. Et ça ne peut marcher, on reviendra dessus, qu'avec des outils numériques. Et quand on mutualise, on se rencontre, on va se voir, on se connaît, on apprend à se soutenir, à se supporter. Et on va vers beaucoup plus d'acceptabilité de l'autre et de la différence de l'autre. Enfin, et ça c'est le Covid qui a accéléré ça, il faut accepter que nos activités humaines, les activités humaines, ont changé, muté. On ne travaille plus comme avant, on n'enseigne plus comme avant, on ne soigne plus comme avant, on ne commerce plus comme avant. On est dans une société hybride. Or, toutes ces activités se réalisent dans des bâtiments, dans des logements même maintenant, puisqu'on télétravaille, où on fait de l'assistance à personnes dépendantes ou de l'enseignement à distance. Mais ça ne va plus, ça ne marche pas. En fait, les bâtiments n'ont pas suivi le changement des activités humaines. Et en fait, le costume, il est étriqué. Il ne va plus. Le bâtiment, la ville, n'est plus adaptée à ces mutations d'activités humaines. Oui, c'est un vrai chantier. C'est un chantier, mais phénoménal. Je dirais que c'est le chantier du 21e siècle. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut accepter ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aller vers des espaces beaucoup plus modulaires. Il faut aller vers des services autour des espaces et des services, à la fois des espaces privatifs et des espaces partagés. Avec 3 mots, plus de mixité, plus de sobriété et plus de proximité. Bon, ça c'est le premier choc, je vais essayer d'aller vite quand même. Mais le deuxième choc, c'est le carbone. On voit bien qu'aujourd'hui, on est arrivé à une limite. On ne peut plus. Le rapport du GIEC l'a montré. On est dans une impasse. Et le bâtiment est une source d'émissions de gaz à effet de serre importante. C'est plus de 25%. Mais c'est le bâtiment. Si on rajoute le transport, on est à plus de 50%. Mais c'est aussi 45% de la consommation énergétique. Et demain c'est dans 5 ans ou 10 ans,
c'est 55%. Parce que les véhicules vont se plugger électriques dans le bâtiment. Donc ça montre bien l'enjeu carbone qu'il y a au sein des bâtiments. Et donc la première chose, c'est qu'il faut aller vers... on a un problème de ressources et donc il faut optimiser les ressources. Et il faut utiliser le carbone existant. Plutôt que de construire, il faut se poser la question, est-ce qu'on ne va pas rénover ou déconstruire? Ensuite, le deuxième point, c'est, puisqu'on a des problèmes de ressources, c'est fini, on le voit bien de toute façon aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel industriel, il vous dit, j'ai des problèmes avec les composants électroniques, j'ai des problèmes avec les matériaux. A priori, dans 1 mois et demi, on est en rupture sur les chantiers. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, en fait, il faut optimiser les matériaux, optimiser les ressources. Et notamment, si on parle de numérique, eh bien, c'est hors de question qu'on soit encore sur des approches en silo. L'éclairage, le confort, le chauffage, la sécurité, etc., le comptage. Ça, si vous voulez, ça enrichit certains acteurs, mais aujourd'hui, on est dans une approche de massification. Eh bien, je dis ici, c'est hors de question qu'on reste sur ces approches en silo. Il faut mutualiser, il faut aller vers des solutions interopérables, ouvertes. Et ça répondra à la question de Valérie, qui dit qu'effectivement, le bâtiment connecté est cher. Bien sûr, si chacun vient avec son radiateur connecté, ses volets roulants connectés, sa solution domotique qui va piloter l'éclairage, etc., on cumule des choses, on cumule des électroniques, on cumule des produits, et ça ne marche pas en plus. C'est du gadget, ça fait plaisir, ça fait marcher l'industrie, mais aujourd'hui, ça ne répond pas aux besoins élémentaires de bâtiments connectés, sociaux et tournés vers les enjeux actuels. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut effectivement aller vers des solutions mutualisées. Et c'est l'approche de la SBA. Enfin, dernier choc. Je vais passer rapidement, mais simplement ce que je voulais dire, c'est qu'on se pose la question aujourd'hui de isoler les bâtiments. Il y a 4 millions de passoires en France thermiques. Je ne remets pas en cause, mais il faut se poser la question. Premièrement, est-ce que les bâtiments sont bien localisés? Parce que s'ils sont mal localisés, mais il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à délocaliser ou relocaliser ou avoir une meilleure répartition des populations sur le territoire? Il y a plein de bâtiments vides. Bien sûr, on a eu une désertification rurale. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'à l'heure du numérique, on peut effectivement avoir un plan que j'appelle pionnier, c'est réinvestir les territoires. Et peut-être justement déconcentrer ces espaces urbains qui sont des bombes sociales. Enfin, c'est peut-être aussi déconstruire. Donc, construire, reconstruire, en utilisant la préfabrication. Et le dernier choc, c'est le digital. C'est celui, effectivement, aussi pour lequel je suis là. Aujourd'hui, et vous l'avez dit, Valérie, le digital est une partie intégrante de notre société. On se promène, on a notre portable, on voit tout le monde est sur son portable, mais je vais dans ma voiture, elle répond à moi, elle s'adapte à moi. Le bâtiment, il n'a pas bougé. Je rentre dans mon bâtiment, j'ai une clé, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, il ne s'adapte pas à moi. Et puis il ne s'adapte pas à l'environnement. Ben si vous voulez, ce n'est pas possible. Au XXIe siècle, ce n'est plus possible. Il faut que le bâtiment soit un bâtiment 4.0 et s'intègre à son environnement et à ses habitants, en temps réel. En temps réel. Et là, si vous voulez, je donne un exemple. On sort du Covid. J'espère qu'il n'y aura pas de crise majeure qui arrivera. Mais on sort du Covid. On a eu 15 millions de Français en précarité numérique, qui n'avaient pas accès à Internet, haut débit, qui ne pouvaient pas travailler correctement, qui ne pouvaient pas suivre des cours correctement. Eh bien ça, c'est inacceptable au XXIe siècle. 15 millions de Français pendant 2 ans. Ça veut dire qu'on a une génération de Français, notamment, qui vont avoir un problème scolaire. Donc aujourd'hui, je pense que ça doit être l'urgence absolue des candidats à la présidence, c'est de dire Internet devient un service essentiel comme l'eau ou l'électricité. Et je dis Internet haut débit. Et Internet, ce n'est pas seulement apporter un réseau en bas d'immeuble, c'est apporter Internet dans chaque logement. Donc, apporter une infrastructure
numérique mutualisé dans chaque logement. Et là, simplement, pour répondre encore à Valérie, eh bien, on a travaillé avec des acteurs du bâtiment, du numérique, pour voir le coût. Eh bien, je vous le dis, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Si on a une approche globale sur 10 ans, si on va faire du groupage Internet, si on apporte des solutions d'efficacité énergétique en même temps, qui apportent 25 à 30% d'économie, si on va voir les assureurs en leur disant le logement est connecté, vous réduisez vos primes d'assurance. Si on va voir les ascensoristes en disant maintenant, le contrat de maintenance, vous le baissez, parce qu'en fait, il est connecté, et c'est nous qui apportons le système. Si le bâtiment, effectivement, est connecté, si effectivement, on apporte des solutions aussi pour la santé, le bien-être, et donc les gens vont être moins malades, en coût global, sur 10 ans, non seulement on apporte beaucoup plus au bâtiment, mais en plus, même en ayant investi, le lendemain, on a un retour sur investissement. Et donc, le résident qui n'a pas déboursé un sou, la collectivité qui n'a pas déboursé un sou, le bailleur social qui n'a pas déboursé un sou, eh bien, est bénéficiaire. Et ça, si vous voulez, c'est important, et je suis prêt à le démontrer. Et ensuite, on déploie des services à coût marginal. Bien entendu, là, c'est l'infrastructure numérique. Il y a la maquette numérique. Et la maquette numérique est importante pour avoir une bonne vision des bâtiments et les intégrer dans un jumeau numérique du bâtiment, à l'échelle du bâtiment et à l'échelle du quartier. Parce que si on raisonne quartier, il faut avoir cette notion de jumeau numérique. Et enfin, je conclue là-dessus, et ça va tendre la perche aux autres personnes, c'est l'enjeu de la donnée. Aujourd'hui, on est sur des approches connectées, domotiques. C'est du gadget. Ce n'est pas le bâtiment connecté. Excusez-moi, c'est à la poubelle. Ça, c'est effectivement si on veut aller s'amuser avec ses volets roulants, son éclairage. Mais ce n'est pas ça le bâtiment connecté. Le bâtiment connecté, c'est une donnée ou des données qui vont être stockées à l'échelle du bâtiment. C'est une infrastructure numérique qui appartient au bâtiment. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a plus des données qui sont gérées localement, avec plus de confidentialité, plus de sécurité, plus de résilience, plus de sobriété. Ces données, elles sont centralisées. Hors de question que les données soient dans le cloud d'un opérateur de service pour l'énergie, pour les ascenseurs, pour le confort, etc. Il faut que ces données soient locales. Il faut un operating system du bâtiment, comme on a un operating system dans notre smartphone ou dans notre PC, avec un mini-serveur qui gère les données. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va gérer ces données. C'est qui? C'est un métier à inventer. Mais je pense que le bailleur social a un superbe rôle à jouer d'être le tiers de confiance pour la gestion de ces données. Et c'est un nouveau métier. Et c'est un nouveau métier qu'on veut construire avec vous, maintenant, ensemble, une gouvernance locale qui va effectivement recréer ce lien social et beaucoup plus et répondre aux enjeux actuels. Et c'est pas demain. C'est pas après-demain, c'est demain. C'est demain. Merci Emmanuel François. Je voudrais peut-être la réaction de Valérie Fournier à ce discours un peu global, mais je vous ai vu acquiescer quand même à beaucoup d'éléments. Voilà, juste sur le vif comme ça, une petite réaction à ce que dit Emmanuel François. D'abord, je suis très content qu'on ait un système mutualisé, connecté, qui me coûte pas cher. Donc je peux qu'acquiescer à cet exercice tout à fait valable. La deuxième chose, et peut-être sur la dernière chose qui a été dite, je pense que c'est très vrai et que les bailleurs sociaux ont la capacité d'adresser et leur bâtiment et le quartier, et qu'ils peuvent être, en tout cas dans cet écosystème à créer, un point de démarrage, d'amorçage de la logique, au même titre que les collectivités dans une certaine mesure, mais en tout cas que notre résilience de ce point de vue-là, elle peut être utile et elle est valable. Et la deuxième chose qui a été dite à la fin et sur laquelle moi je me bats depuis pas mal d'années, je pense que pour les bailleurs sociaux, le sujet de la donnée, c'est un sujet aussi d'éthique. En fait, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre, dans la mission, en tout cas moi je pense, dans la mission qui est la nôtre, de vendre ou de commercialiser ce qu'est finalement la vie des gens. Donc il faut qu'on arrive à trouver ce chemin de crête qui permet effectivement d'assurer la sécurisation
de la gestion de la donnée, tout en la rendant agile et utile, parce qu'on a absolument besoin de la rendre agile et utile. En même temps, on a besoin de le faire éthiquement. On avait fait, d'ailleurs, il y a quelques années, une espèce de livre blanc pour faire un peu comme la santé, c'est-à-dire dire il y a des données qui n'ont pas le droit d'être commercialisables et qui doivent être sorties ou en tout cas être considérées comme étant du domaine public et donc protégées de ce point de vue-là. Et je pense que c'est un vrai gros chantier indispensable aujourd'hui aussi parce que finalement, on l'a dit, le digital est un monde qui est dans nos vies. Et donc, on est, nous, en sens inverse, avec des locataires qui sont de plus en plus digitaux, mais de plus en plus potentiellement, avec les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux, agressifs sur la question de savoir ce que nous faisons. Voilà. Ce qui n'est pas non plus toujours si simple que ça pour les organismes. Très bien, merci beaucoup Valérie Fournier et merci Emmanuel François pour cette démonstration enthousiaste, mais dans laquelle il y a vraiment beaucoup à retenir. Amélie Brettinière, à vous la parole. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Réalité et puis ma même question, votre vision de l'habitat à 5 ans avec votre spécialité? Oui, merci. Merci pour ces débats riches, enthousiastes en effet. Alors le groupe Réalité, on n'est pas un acteur public comme les ESH, mesdames autour de la table. Nous sommes un acteur privé. C'est une entreprise qui a été fondée et qui est toujours dirigée par Johan Joubert il y a 20 ans à Nantes. Et on est aujourd'hui 900 collaborateurs, on fait 285 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est présent sur le territoire national entre Lille et Biarritz, donc sur toute la façade ouest de la France. Et on est installé depuis quelques années à Casablanca au Maroc et on démarre une activité également à Dakar au Sénégal. Donc voilà, donc on s'adresse à 3 clients, des usagers, des investisseurs et des territoires. Donc c'est dans ce sens-là où on dit que nous sommes un développeur territorial. Donc on cherche bien sûr à être sur notre métier historique qui est la maîtrise d'ouvrage. On a développé un deuxième pilier qui est la maîtrise d'usage. Et enfin, le dernier né, nous devenons un acteur industriel puisque l'on a investi récemment dans un outil de production de murs à ossature bois avec des matériaux d'isolation biosourcés, avec pour objectif de construire, d'être acteur de la transformation de l'acte de construire. Très bien, merci. Alors, votre vision de l'habitat à 5 ans? Donc, comme je vous le disais, on est une plateforme de services de projets immobiliers innovants. Oui. Donc, sur l'habitat à 5 ans, moi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements d'ici 5 ans, parce que les bâtiments que l'on construira dans 5 ans, ce sont ceux qu'on imagine aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment réussir à avancer encore plus, s'intéresser aux nouveaux acteurs du métier, le digital, pour transformer les bâtiments dans 5 ans. À plus long terme, nous, on pense que les grandes transformations, ce seront autour de l'énergie, réussir à rendre autonome un bâtiment totalement et arrêter de puiser dans les ressources qui sont finies. On se dit aussi que le monde de la voiture autonome va probablement changer la ville et changer le bâtiment. Donc ça sont probablement des grandes transformations de la ville de demain. On se dit aussi que les usages des bâtiments vont changer. Il faut qu'on soit agile dans la transformation des bâtiments, dans la transformation des bâtiments tertiaires en logement, de bâtiments de logement en tertiaire, changer les activités. Donc ça, c'est dans ce que vous disiez, Emmanuel, par exemple, de retransformer ou déplacer les bâtiments, déplacer les usages, s'adapter au territoire, s'adapter aux besoins, limiter les déplacements, limiter les consommations en énergie. Donc c'est toute la versatilité des usages dans les bâtiments à construire. Et ce que nous pensons aussi, et c'est pour ça qu'on a investi dans l'industrie aujourd'hui, c'est qu'on doit arriver vers une accélération de la construction des logements. Ce n'est pas satisfaisant de se dire que quand on démarre un projet immobilier, qu'on identifie une opportunité, que le bâtiment est construit dans 5 ans, il sera livré dans 5 ans. Et donc, avec l'industrialisation, la standardisation, on doit être en capacité de diminuer l'acte de construire. Donc c'est pour ça qu'on s'oriente fortement, nous, vers la construction hors site,
qu'on veut déplacer l'acte de construire, donc limiter les nuisances pour les riverains, améliorer la qualité de vie, qualité de travail des ouvriers sur le chantier, et réussir à faire un meilleur contrôle qualité. Donc, notre ambition, c'est construire mieux, plus vite et moins cher. Et moins cher au bénéfice du client. Parce qu'on en revient aux histoires de coûts, de pouvoir d'achat, de tout ce qui a été très bien dit tout à l'heure. On est, en tant qu'acteur privé, aussi dans la recherche de l'intérêt général. Et ça, on l'a démontré et on souhaite apporter cette preuve. On est devenu entreprise à mission depuis le 1er janvier 2021. On va publier là, dans quelques jours notre premier rapport de déclaration de performance extra-financière. Et donc, on pense réellement qu'en tant qu'acteur privé, on peut servir l'intérêt général et qu'on peut réconcilier les entreprises du secteur privé et le secteur lucratif et l'intérêt général. Alors, vous pilotez l'innovation au sein du groupe Réalité. Expliquez-nous, par exemple, sur cette construction modulaire dont vous nous parlez, comment l'innovation a débouché sur cette solution, par exemple. Je dirais que la prise de conscience, c'est sur un des thèmes tout à l'heure évoqués, c'est sur le carbone. Le secteur de l'immobilier est extrêmement générateur de gaz à effet de serre et on travaille depuis 2019 à l'établissement de notre trajectoire de réduction carbone. Donc on a été accompagné par Carbone 4, un spécialiste en la matière. On a établi plus de 150 profils de bâtiments et à partir de là, avec les équipes de Carbone 4, on s'est attaché à tracer une trajectoire de réduction de nos émissions carbone. Et dans la composition du mix de bâtiments à produire, du mix énergétique des bâtiments qu'on construit, on avait une partie importante du changement de l'infrastructure ou de la superstructure des bâtiments. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'en tant que maître d'ouvrage, avec la connaissance du client, et en investissant dans l'outil industriel, on serait capable de standardiser des éléments et donc de produire de manière industrielle pour baisser le coût de construction. Parce que c'est insupportable, en fait. Depuis la guerre, on construit toujours, enfin la Seconde Guerre mondiale, mais toujours de la même façon, avec une même grue, du béton, des ouvriers, avec des entreprises qui ont de moins en moins de marge, des maîtres d'ouvrage qui ont de moins en moins de marge, de plus en plus d'insatisfaction client. Et en fait, il faut vraiment mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière et changer la manière de faire. Et donc, c'est dans ce sens-là où la stratégie carbone du groupe nous a amené à nous positionner sur un outil industriel pour transformer l'acte de construire. Ok, et aujourd'hui, vous produisez des murs, des structures Oui, donc on est vraiment dans une phase aussi d'apprentissage. Et c'est dans ce sens-là où je vous dis qu'on ne va pas tout transformer. Il n'y a pas un grand soir, un grand matin. Et donc, on est dans l'apprentissage avec des outils digitaux. On travaille bien sûr avec des maquettes BIM depuis quelques années, mais on aimerait encore être en mesure de faire du BIM exploitation. Mais quand on voit à quel point il est difficile de trouver quelquefois les architectes, les entreprises, qui sont capables et les matériaux. Donc le BIM et le numérique, c'est essentiel. Mais là, il y a vraiment un effort de tous les acteurs du bâtiment pour prendre conscience de ça et qu'on fasse le pas tous ensemble pour arriver à une optimisation de ces outils. Et qu'on le fasse malgré tout, même si vous dites que ça ne peut pas se faire, il n'y a pas un grand soir, un grand matin. Voilà, Emmanuel François disait demain quand même. Enfin, il faut y aller, quoi. Oui, on est dans une urgence climatique, une urgence de la gestion des matériaux, des ressources. Ouais. Mais bien sûr, c'est un changement qui va s'opérer dans le temps avec des recherches de partenaires, des partenariats, et c'est ensemble qu'on arrivera à atteindre ces objectifs. Merci beaucoup, Amédée Brettinière. Muriel Chevillard, à vous. Quelques chiffres de présentation d'Erilia pour commencer ? Oui, d'Erilia et plus globalement, je dirais aussi du groupe Habitat en Région, puisque Erilia fait partie de ce groupe. D'accord. Donc, Habitat en Région, c'est le pôle immobilier social des caisses d'épargne et du groupe BPCE. C'est 237 000 logements et 483 000 personnes logées, avec 3 300 collaborateurs. C'est un groupe qui est présent à travers de 20 filiales en France et qui a une ambition nationale forte, mais au plus proche des territoires, notamment avec la mise en place de 3 sociétés anonymes de coordination en PACA, en Hauts-de-France et en Occitanie.
Forte de 65 000 logements, Erilia est un acteur majeur du groupe Habitat en région avec 19 agences et 9 antennes. On est présent sur 6 régions en France aujourd'hui parce que nous sommes une entreprise sociale de l'habitat qui a une compétence nationale. Nous sommes présents sur 6 régions au travers d'un savoir-faire diversifié puisque nous construisons des logements en maîtrise d'ouvrage direct, nous faisons de la VFA, nous faisons également de l'acquisition-amélioration, de l'aménagement et bien évidemment, nous gérons aussi nos 65 000 logements. Votre parc. Voilà. Nous vendons du patrimoine et nous réalisons également de l'accession sociale. Il y a 910 collaborateurs dans le groupe Erilia aujourd'hui et on a un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Et notre développement est important hein, puisqu'en 2022, nous aurons plus de 2100 logements lancés et 1700 logements livrés avec des investissements qui sont très conséquents, notamment sur 10 ans, hein, puisqu'on va investir plus de 3 milliards d'euros sur la construction neuve et 380 millions d'euros sur la réhabilitation. Et nous avons un taux de satisfaction, je suis assez fière de le dire, de 83%. Très bien, bravo. Meryl Chevillard, vous êtes un peu la dernière à passer dans cette table ronde, en tout cas dans cette première partie, mais est-ce que vous êtes en raccord avec la vision de l'habitat des uns et des autres et sinon, et si vous avez des spécificités, on veut bien les entendre. Globalement, je ne peux être que d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Nous, il y a 2 ans, on a réfléchi à un plan stratégique chez Erilia qu'on appelle Convergence 24, avec plusieurs axes, et notamment le premier qui est la diversification de notre offre de logement. Fort du constat qu'aujourd'hui, l'habitat et la manière d'habitat devaient évoluer, notamment avec les gros enjeux que l'on peut avoir par rapport au vieillissement et puis par rapport à la demande croissante de logements. C'est pour ça qu'on a accéléré sur la construction de logements locatifs sociaux et que nous avons construit des modèles pour faire notamment de l'habitat intergénérationnel. On a également accéléré sur toute la partie accession sociale pour pouvoir présenter des parcours à nos locataires pour pouvoir aller vers de l'accession. Et nous avons également monté une foncière de logement intermédiaire qui est une activité accessoire, néanmoins qui doit, au travers des revenus qu'elle va générer, servir l'activité cœur du logement social en rapportant des revenus qui seront mis à disposition pour pouvoir construire un logement parce que enfin, ça a été dit par tous, mais les prix de revient augmentent beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui encore que cela n'a été le cas il y a 6 mois, hein, avec les effets malheureusement de la crise qu'on connaît. Et du coup, il est important de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir continuer à construire dans de bonnes conditions. Parce que je rejoins ce qu'Amédée disait, hein, les logements dans 5 ans, c'est ceux qu'on réfléchit aujourd'hui. La quadrature du cercle, ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, c'est que les prix augmentent beaucoup. Je ne sais plus si c'est Emmanuel qui disait qu'il va y avoir des ruptures aujourd'hui ou Jean-Michel, mais enfin, c'est clairement le cas. Donc on a même des craintes sur cette année sur la manière dont on va pouvoir lancer dans de bonnes conditions nos chantiers. Donc, il y a toute cette partie de nouvelle offre de produits qu'on doit développer. Puis après, il y a évidemment toute la palette de services que l'on doit offrir à nos clients. Et là, je rejoins ce que disait Valérie. C'est vrai qu'on n'était pas en avance, quoi, en fait, hein, je veux dire, sur les services que l'on pouvait proposer. Enfin, tout ce qui est finalement appli client, site internet, état des lieux dématérialisé, tout ça, on l'a mis en place, bien évidemment. Mais enfin, par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est vrai que c'est pas forcément des choses qui étaient en avance de phase, on va dire. Et puis, il y a toute la partie, moi, que je pense qui est très importante aussi, c'est faciliter la vie en interne de nos collaborateurs par rapport à la gestion et par rapport à, finalement, le temps qui compte auprès de nos clients. Et donc, c'est pour ça que nous, on a mis en place chez Erilia, notamment toute une logique de bureau mobile auprès de nos gestionnaires d'immeubles qui, du coup, au travers d'une application qui sera bientôt disponible, mais qui est déjà disponible sur leur tablette, ont la possibilité d'accéder au compte client et d'être réactifs par rapport aux demandes. Parce que même si la digitalisation est extrêmement importante, la relation client, elle doit rester multicanal. C'est-à-dire que c'est bien de parler à ses clients au travers du digital, c'est impératif aujourd'hui, hein, on le voit bien, hein, mais ça suffit pas parce que la relation, elle est importante. Faut garder l'agence, faut garder faut garder l'agence, faut garder le téléphone, faut garder la rencontre notamment sur des problématiques notamment comment dirais-je, financières que peuvent avoir nos clients.
c'est important d'avoir quelqu'un qui va discuter avec la personne de visu, parce qu'il peut se passer des choses à ce moment-là qui sont quand même des choses très personnelles, très difficiles, et que du coup une CSF qui ferait que du chatbot, c'est juste pas concevable pour moi. Voilà. Opérationnellement, vous pouvez nous citer quelques innovations digitales que vous portez au service de toutes ces transformations? Oui, j'en citerai deux. Il y en a une première, alors il y en a plein, mais il y en a une qui me tient à cœur particulièrement parce qu'elle est en ligne aussi avec ce que Valérie a évoqué tout à l'heure, qui était le package global du coût du logement en fait. Et c'est vrai que la partie charge aujourd'hui est extrêmement prégnante et importante et pesante auprès des ménages. On le voit bien avec ce qui se passe. On n'aurait jamais imaginé que ça double comme ça en l'espace de finalement 8 mois. Et du coup, nous avons monté un partenariat avec une société qui s'appelle Voltalis l'année dernière pour pouvoir mettre au service des ménages qui le souhaitent sur le parc Irelia, sur à peu près un périmètre qui recouvre aujourd'hui 7000 logements. En fait, un boîtier qui se positionne dans le logement et qui permet, sur les logements tout électriques, et qui permet du coup de piloter, analyser la consommation d'énergie dans le logement. Et qui peut même au travers d'une appli connectée, permettre du coup de piloter à distance. Donc là, on parle du logement connecté, quand même sur uniquement la partie charge, pour pouvoir réaliser des économies d'énergie. Et donc, on le propose à nos clients qui le souhaitent. Ce n'est pas du tout une obligation et c'est gratuit. Et on a aujourd'hui, je crois, près de 600 ménages qui ont choisi de s'abonner au service Voltalis. Et ça peut les conduire à réaliser 15% d'économie d'énergie. Et c'est quand même très conséquent quand on voit aujourd'hui la facture globale que ça peut représenter pour un ménage. Et la deuxième, là, c'est plus une chose en interne. Et là, on rejoint un peu l'efficacité, on va dire, des équipes, le fait de gagner du temps au service, finalement, d'autres choses qui a plus forte valeur ajoutée. On a choisi l'année dernière de rejoindre la Banque des Territoires sur une expérimentation sur l'intelligence artificielle, une expérimentation de text mining, où on intègre dans une appli client qu'on a à disposition nos demandes d'agrément. Et du coup, on a un pré-remplissage de nos demandes de prêt qui du coup, permet d'être plus rapide dans le traitement des données et qui nous permet de sortir aussi des tableaux de bord et de faciliter le suivi de ça. J'aimerais, moi, qu'on aille un peu plus loin là-dessus, et notamment dans la relation à nos garants, qui parfois peut être compliquée, qui est un impératif dans nos relations avec la Banque des Territoires. Et je pense que là, on a beaucoup de choses à faire aussi pour être plus efficace et plus performant sur cette partie-là. Et le fait de faire partie de ce groupe de travail, pour nous, c'est important, avec un outil qui est l'intelligence artificielle et qui est intéressant aujourd'hui. Merci. Vous avez fait le choix de vous transformer en société à mission. Oui. Et c'est intéressant parce qu'Amédée Brésinière nous a parlé de ça aussi, il pourra peut-être rebondir. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une société à mission? Qu'est-ce que ça implique? Et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, en fait, nous, on est devenu société à mission l'année dernière, en 2021. En fait, ça consiste à inscrire dans ces statuts, grâce à la loi Pacte de 2019, qui permet de le faire aujourd'hui, mais ça implique une modification des statuts de l'entreprise, donc un formalisme important. Et du coup, une visibilité importante aussi de ce sujet-là. Et donc, on a inscrit dans nos statuts notre raison d'être, qui est que nous voulons rendre le logement accessible à tous pour changer la vie et contribuer à l'attractivité des territoires. Et en fait, on a inscrit également des objectifs sociaux et environnementaux dans les statuts de notre entreprise. Alors moi, je dois dire que j'avais, dans mon passé, travaillé sur les questions de raison d'être. Et ce qui m'a fait venir dans le logement social, c'est qu'en fait, c'est très évident une raison d'être d'une entreprise sociale de l'habitat. Et que je trouve qu'aujourd'hui, le fait de lui donner du relief, de la visibilité, une opposabilité à tous en l'inscrivant finalement dans les statuts de l'entreprise, c'est extrêmement important. Et donc ça implique qu'on nomme un comité de mission, qui est un comité de mission qui est extérieur à l'entreprise, qui est un organe à côté du conseil d'administration, qui est composé chez Irelia de 8 personnes, qui sont des professionnels qui viennent de milieux différents. Ça peut être des institutionnels, ça peut être aussi des universitaires. Et il y a 2 salariés qui font partie également de ce comité de mission. Et ce comité de mission a pour valeur
valeur ajoutée et surtout rôle, responsabilité, de suivre si par rapport à l'inscription de ces objectifs, nous sommes effectivement bien dans la réalisation de notre plan stratégique et dans sa déclinaison opérationnelle, en ligne avec la mission que nous avons choisie. Et donc ça implique du coup plus de challenge, ça implique aussi, on a eu notre, parce qu'on démarre dans tout ça, on a eu notre première réunion de comité de mission, je crois, il y a à peu près 3 semaines. Et c'était très intéressant parce que les échanges avec les membres du comité de mission, par exemple, qui ne font pas partie de notre milieu, ils apportent des questions qu'on n'aurait pas forcément vues. Et puis nous, on doit être pédagogique aussi dans la manière d'expliquer les choses et la manière dont on fait les choses. Donc ça nous contraint plus parce qu'on est aussi audité par un organisme tiers indépendant qui va réaliser un rapport de mission. On a un premier audit à blanc là, qui est fait, dont les résultats seront délivrés en mai. Et puis après, le véritable audit qui est donc la mesure de, effectivement, est-ce que vous êtes au rendez-vous de ce que vous avez dit que vous alliez faire au travers de ces objectifs. Très bien, merci beaucoup. Amédée Brétinière, vous pouvez rajouter quelque chose? Est-ce que vous êtes raccord avec cette définition? Vous êtes aussi une entreprise à mission. Ça marche. C'est bon, ça marche, pardon. Oui, c'est exactement ça. On a engagé cette même démarche en 2020. On a changé nos statuts début 2021. Et en fait, c'est un changement profond dans l'entreprise et une obligation de tous de s'inscrire dans les objectifs opérationnels. Alors, on parle d'objectifs statutaires d'abord, lesquels sont déclinés en objectifs opérationnels. Donc, nous, on a dû faire d'ores et déjà, je crois, 3 comités de mission. Et notre DPEF a été envoyé à notre auditeur. Et donc là, elle est contrôlée en ce moment et publiée le 31 mars, le 30 ou le 31 mars. En effet, et je dirais que c'est vraiment important. Et pour nous, en tout cas pour le groupe Réalité, c'était une évidence. C'était une évidence puisque tous les éléments qui ont été inscrits dans nos statuts, en fait, étaient la preuve de ce qu'on faisait depuis la création de l'entreprise. Et donc, le fait de transformer les statuts, c'était un acte fort de Johan dans notre obligation de porter cet engagement citoyen. Donc, on dit qu'on est un groupe militant, en fait, pour la cause que l'on porte. Très bien. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous invite à agir, à poser vos questions à nos témoins, à nos invités. Ils sont tous passionnants, ils ont des choses à dire, ils ont des choses peut-être à creuser que vous aimeriez qu'ils développent. N'hésitez pas, ça se fait par écrit dans la petite fenêtre qui est à gauche de votre écran. On les prendra dans quelques instants. Jean-Michel Royot, vous vouliez poursuivre les questions sur nos invités. Je vous laisse la main. Merci. Non, mais peut-être une remarque, mais qui a été bien développée. Je crois que le bâtiment connecté et l'utilisation des datas d'une manière éthique est essentielle, mais également l'impact sur le serviciel. Et moi, je tiens beaucoup à la notion du client locataire. Et la data et l'utilisation de la data va pouvoir être beaucoup plus réactif parce qu'en fait, effectivement, il attend de l'humain. Et donc là, il y a des injonctions paradoxales et Valérie l'a bien souligné. Il attend de l'humain pour répondre à toutes ces sollicitations et l'exigence augmente. Mais pour que l'humain puisse être en face et au contact, il faut s'appuyer, et on n'a pas d'autre solution, sur l'utilisation de la data et du digital pour pouvoir récupérer la bonne information et pouvoir bien la distribuer. Je partage également ce qui a été dit. Il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent mal le digital, qui maîtrisent mal le français. Il y a des personnes qui sont handicapées. Et donc là aussi, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des startups qui faisaient évoluer. Beaucoup de bailleurs sociaux ont d'ailleurs travaillé avec ces startups pour rendre accessible leur site internet. Et là, il y a des belles découvertes et je vous incite également à regarder ces sujets-là. On a aussi beaucoup parlé de qualité et de satisfaction client. Moi, je crois que là-dessus, il y a des belles initiatives aussi d'un certain nombre de startups pour, dans l'art de construire, d'améliorer la qualité, d'améliorer le suivi des entreprises, quelquefois de les noter. Pas pour les juger et les condamner, mais pour les faire progresser, parce qu'on progressera tous ensemble. Et là, il y a des formidables outils dans le digital. Là aussi, je vous invite à faire venir plancher les startups dans chacune de vos entreprises.
Je crois beaucoup à ce qu'a dit Emmanuel, hein, et je suis ravi qu'il se présente aux élections présidentielles. Donc vous allez voir, il va faire Ça bouger, filerait d'où? il va faire bouger les lignes. Il y a un élément qui est cher à mes anciens camarades d'Action Logement. Je pense qu'on ne travaille pas assez le lien emploi-logement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'on parle de transport, mais on a eu l'art de construire des logements à l'Est et des emplois à l'Ouest. Je pense à l'Île-de-France. Et donc aujourd'hui, vous avez quand même une grosse partie de l'Île-de-France qui passe des heures et des heures. Alors c'est vrai qu'on parle du télétravail, mais ça reste encore très marginal. Très marginal. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont du mal à recruter parce qu'elles n'ont pas de logement à proximité. Donc là, j'incite les promoteurs et les bailleurs et travailler également avec les équipes d'Action Logement, c'est aussi leur mission, et il y a des gens très performants à travailler sur ces sujets-là. Et là aussi, les acteurs du digital peuvent amener beaucoup de valeur ajoutée. Il faut absolument, le choix d'un logement tient compte d'une manière très importante du lieu du travail. Et aujourd'hui, on est trop siloté. Tu parlais, Emmanuel, de silos dans la connexion d'un logement, mais quand on est face à des équipes, que ce soit au niveau local ou territorial, qui réfléchissent au logement, qui portent le logement, on a trop peu souvent de connexion avec les équipes du développement économique qui savent que telle ou telle entreprise va s'implanter dans tel territoire et que demain, on va avoir besoin de X centaines, X milliers de logements. Et là-dessus, si on veut être économe en énergie et en carbone, il faut absolument rapprocher les personnes de leur travail, que ce soit travail privé ou travail public, évidemment. Très bien. Il y avait une question qu'on pouvait vous poser aux uns et aux autres et à laquelle vous aurez sans doute des réponses très différentes. Qu'est-ce que vous attendez de l'écosystème des startups dans les innovations digitales au service de votre activité ou au service de l'habitat en général? Je dis ça parce qu'évidemment, il y a 30 startups qui organisent cet événement. Les gens vous écoutent, les gens sont attentifs à votre discours, à ce que vous dites, à vos positionnements. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez envie de les solliciter? Emmanuel François, moi, je retiens un mot, c'est mutualisation. Est-ce que ça pourrait être cette réponse? Oui, mutualisation et coopétition. Comment on dit? Coopétition. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière coopétition? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on n'est plus dans la compétition, on est dans une compétition mutualisée ou collective. C'est-à-dire et ça, c'est fondamental. Si vous voulez, aujourd'hui, on parle de start-up, mais certains, l'objectif, c'est je la valorise, et puis je fais un jackpot. Voilà. Et puis qu'importe. En fait, non, la start-up, elle doit être motrice, génératrice d'innovation, parce qu'elle est dans un modèle de rupture, elle dérange. Et en aucun cas, il faut qu'elle travaille avec un seul acteur ou qu'elle soit rachetée par un acteur. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, si un acteur l'achète, il l'étouffe. On le voit, ça s'est encore passé récemment. Il y avait des super startups, elles ont été rachetées, que ce soit des promoteurs, des industriels. La startup disparaît et l'innovation est diluée et elle disparaît. Donc en fait, il faut absolument que ces startups soient en mode de compétition et que les acteurs acceptent que même s'ils ont pris des parts dans cette société, qu'elles travaillent avec leurs concurrents. Pour moi, c'est fondamental. Le deuxième point, et ça aussi c'est important, parce qu'on est sur des vraies ruptures et on pense l'avenir. Eh bien, une fois de plus, je vais dire, c'est hors de question que ces startups qui vont bénéficier aussi de subventions publiques soient demain rachetées par des fonds étrangers, et encore moins chinois ou russes. Surtout si elles manipulent de la data, on a bien compris. Voilà, mais je le dis parce que c'est une question de souveraineté. Surtout parce qu'on parle de data. Et donc, si ces données vont dans un autre pays, alors qu'on parle de pilotage énergétique, de pilotage de la ville, là, il y a un danger. Donc, il y a un danger économique, il y a un danger de souveraineté. Donc, vous voyez, c'est donc déjà coopétition, et ensuite, il faut que ça reste français. Merci. Excusez-moi pour finir, oui. Les startups en Chine, sachez que tout de suite, elles sont rattachées au Parti communiste. Et il y avait une gouvernance dans ces startups. Parce que surtout, quand je parle du numérique. Et aujourd'hui, on est vraiment des nains, excusez-moi, on est ingénus. Et donc ça, c'est dangereux. Très bien. Valérie Fournier, on a compris aussi que vous aviez des attentes particulières
et que vous n'étiez pas prêt à picorer les gadgets, comme vous disiez. Je ne sais pas si j'ai des attentes particulières. Je pense qu'effectivement, le sujet, c'est d'avoir une stratégie, en fait, pour un organisme. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir... il y a énormément de solutions. Et il faut quelque part trouver ses propres sillons et trouver aussi ses priorités. Après, je pense que ce qu'on attend... Enfin, moi, en tout cas, ce que j'attends des startups, c'est ce qui a été dit. D'abord, je pense qu'effectivement, il faut pas intégrer la start-up dans le logement social. Ça serait très intégré au sens l'intégrer comme écosystème. L'intégrer comme solution, ça c'est important, mais comme écosystème, c'est une très mauvaise idée parce qu'effectivement, je pense que l'intérêt pour nous, c'est, comme l'a dit de toute façon, comme ils l'ont dit tous les deux, le sujet, c'est d'être challengé. Et nous, on a la robustesse d'être dans nos sillons terriens forts et dans notre modèle industriel. C'est un peu notre caractéristique. Voilà. Et donc, on a besoin d'être challengé de ce point de vue-là et c'est très important de garder cette équation. Après, je suis d'accord aussi sur le fait que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'adossement. Parce qu'en fait, une start-up, elle a besoin, en fait, quelque part, de fiabiliser sa solution dans son lancement. Et donc, elle a besoin de s'adosser. Voilà. Et je dirais que les acteurs du logement social ne sont pas tous avec les mêmes outils pour pouvoir adosser les start-up et que ça peut poser des questions, effectivement, sur la question de la concurrence entre opérateurs et de savoir si, finalement, ça a du sens ou non de continuer dans le système. Mais je pense que ce qu'on attend des start-up, c'est vraiment de nous donner des options. Et de nous chahuter un peu, oui. Ouais. Merci. Muriel Chevillard, sur cette question. Moi, très clairement, j'attends des startups qu'elles continuent à nous challenger telles qu'elles le font aujourd'hui, parce que nous, on rencontre plein d'acteurs avec des solutions qui sont extrêmement intéressantes, qui sont d'un point de vue ergonomique quand même beaucoup plus parlante pour les jeunes générations. Enfin, nous, nos collaborateurs qui rentrent, quand ils doivent appuyer sur F7, F8 dans le cadre de l'ERP, même moi, qui ne suis pas une jeunette, c'est pas quelque chose, c'est plus possible, quoi. Donc, le fait qu'elles nous challengent, qu'elles arrivent avec des solutions, des innovations, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et surtout qu'elles nous poussent à réfléchir à une vraie stratégie SI d'urbanisation de nos systèmes. Tout en mettant au cœur de cette réflexion, finalement, la gestion des données, tout en restant la propriété de l'organisme et en les protégeant, parce que là, je rejoins à 150% ce qui a été dit là-dessus, mais en ayant une réflexion qui nous permette d'être beaucoup plus agile et flexible, à la fois dans l'utilisation des outils par rapport à nos collaborateurs, aux solutions qu'on est capable de proposer par rapport à nos clients et à être réactifs dans ces solutions-là. Donc, c'est aussi challenger un peu les écosystèmes existants dans le monde du logement social qui, parfois, ont du mal à évoluer suffisamment rapidement. Très bien. Pendant qu'on parlait, il y a des questions qui sont arrivées. Alors, je chausse mes lunettes pour les lire parce que c'est écrit petit. Et c'est une question qui peut s'adresser à vous, Monsieur Bressinière et Madame Chevillard. C'est Thomas qui nous demande, en tant qu'entreprise à mission, seriez-vous plus susceptible de sélectionner des fournisseurs ayant ce même statut ? Amédée Brettinière. Même statut, non. Mais par contre, on fait attention à toutes nos parties prenantes. Donc, si vous voulez, il faut qu'on ait malgré tout un intérêt à travailler ensemble dans les mêmes objectifs. Voilà, mais d'être entreprise à mission, travailler uniquement avec des entreprises à mission, bien sûr que non. Mais il y a quand même une question sur l'éthique. Oui, mais ça, c'est essentiel. Et je dirais que l'entreprise à mission n'a pas vocation à rendre éthique une entreprise. Mais je dirais qu'une entreprise non éthique ne peut pas être entreprise à mission, en tout cas. J'aurais un peu la même réponse qu'Amédée. La question, ce n'est pas tant si l'entreprise est une entreprise à mission, mais si, par exemple, elle propose de l'insertion, si elle a une manière d'aborder les sujets ou, en tant que fournisseur, des stratégies, dans nos stratégies d'achat, nous sommes vigilants sur toute la partie, du coup, très développement durable. Donc, c'est plus la question de ce qui est proposé et les prérequis qu'on y met, plutôt que le statut de la société qu'on a en face de nous, oui. Merci de ces réponses. Valérie Fournier, comment voyez-vous l'accompagnement des seniors dans vos logements et quelle réponse au vieillissement de la population ? C'est Stéphane qui vous demande ça.
Alors, je dirais que finalement, les seniors, c'est peut-être l'endroit où on est le moins en retard, malgré tout. En fait, parce qu'il y a une espèce de priorisation qui s'est faite sur les seniors. En plus, je pense que les derniers mois ont montré que... voilà. Et puis, je pense que dans le parc social, on a vraiment cette fracture de gens qui vieillissent et qui commencent à toucher les sujets de dépendance, etc., etc. Donc, comment on le fait dans le parc social ? On le fait depuis pas mal d'années sur l'adaptation du logement. Avec une limite qui est la suivante, qui est que vous avez plusieurs typologies de stratégies. Vous avez des stratégies d'opérateurs qui vont dire qu'on adapte dès qu'on a une demande. Donc voilà, donc on adapte tout le temps. Voilà. Ce qui parfois peut poser d'ailleurs une question, qui est que la personne, à un moment donné, elle risque quand même de quitter son logement et que le logement il est pérenne pour l'attribution et pas forcément toujours à des gens qui vont être dans la même catégorie. Donc voilà. Et puis deuxièmement, ce que ces organismes-là disent, en tout cas, c'est que finalement l'adaptation à la demande, elle rencontre pas forcément bien son public. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez, vous déployez votre solution, vous allez mettre votre douche, patatatata, bon, voilà, vous faites les classiques, même mettre des chemins de lumière ou des choses comme ça, et vous n'êtes pas forcément. Donc, je pense que le grand sujet, en tout cas, de l'adaptation du logement, au-delà d'avoir un sujet qui est celui du pourcentage de parc que vous adaptez et de la question, c'est aussi de faire une vraie analyse de la situation. Ça vaut aussi d'ailleurs pour le handicap. Hein. On se rend compte qu'on fait beaucoup de logements PMR qui ne sont pas du tout adaptés aux handicapés qu'on est censé rentrer dans ces logements. Et qu'on a des difficultés au moment où on rencontre le client parce qu'il n'a pas tout à fait la même question que ce qu'on avait pensé. Voilà, moi je viens d'avoir, j'ai cassé tout un appartement parce que en fait la personne était en fauteuil électrique, mais c'était pas la même dimension que le fauteuil classique, voilà, et donc rien ne marchait. Oui. Et pourtant, elle avait bien été, on lui avait bien attribué un logement adapté aux handicapés, etc., etc. Sauf que ça ne marchait pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet de la connexion entre la réalité du travail qu'on doit faire en termes d'adaptabilité du logement ou d'accessibilité du logement et le sujet. Et puis après, le sujet du vieillissement, c'est pas que ça. Le sujet du vieillissement, c'est une prévention, c'est une attention, c'est des solutions globales. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les organismes, ils le traduisent sur beaucoup d'enjeux. Alors, ils peuvent le traduire, je dirais, sur le bout de la vie avec les EHPAD qu'on porte ou qu'on construit. Mais quand on voit aujourd'hui en intergénérationnel, par exemple, et tout à l'heure, on disait, c'est quoi le sujet des communs et des fonctions communes et de la vie en commun ? C'est pas facile, la vie en commun, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est extrêmement clivante et extrêmement où on s'isole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec un maire qui est particulièrement ambitieux, le maire de Clamart, qui a une grande vision de l'architecture, en tout cas à la Clamart, et qui donc a fait des balcons ouverts avec des encorbellements, enfin c'est très 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 joli, et bien évidemment il y a des canisses partout. Vous voyez ? Bon. Et il me disait, mais c'est quand même pas possible, vous devriez quand même faire attention à vos canisses. Je lui ai fait remarquer d'ailleurs que du côté de la promotion privée à côté, il y avait aussi des canisses. Et en fait, parce qu'on est dans une société où on vit chez soi, seul, et le moins possible avec l'autre. Donc c'est vrai que et on le voit bien sur l'intergénérationnel. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de remettre dans nos actions, c'est beaucoup d'actions de prévention, y compris pour la santé, les chutes, les choses comme ça, et beaucoup aussi d'actions de lien avec les aînés et de réinstallation des aînés aussi dans la vie collective. Et de ce point de vue-là, nos gardiens sont essentiels, ou en tout cas le levier de proximité est essentiel de ce point de vue-là. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Peut-être Jean-Michel Royot, il nous reste quelques minutes pour faire un tout petit mot de conclusion. Moi, ce que je retiens, c'est une formidable envie de travailler avec les startups. Donc, j'encourage toutes les startups qui ont co-organisé ces 2 jours de prendre contact. Il y a des rencontres qui sont organisées, d'autres à créer. Je crois qu'il faut qu'on multiplie aussi ces contacts-là pour les faire grandir. Moi, je retiens aussi effectivement qu'il faut qu'on les intègre pas trop vite dans les grands groupes. Moi, j'ai connu ça dans ma vie passée où on avait beaucoup d'énergie à ne pas les intégrer au risque de les désintégrer.
parce qu'entre les procédures, toutes les normes qu'on peut les uns et les autres avoir, on finit par perdre les people, parce que ces startups, c'est quand même qu'un petit nombre de people, de femmes et d'hommes extrêmement motivés, et on leur fait perdre toute l'agilité et on tue la valeur. Hein. Donc, tu as cité des exemples dans l'immobilier, j'en connais plein dans les banques, où on a voulu acheter des startups et on s'est à se demander si finalement on ne voulait pas tuer une belle innovation qui bousculait trop de monde en interne. Hein, donc là, j'incite vraiment à travailler avec les startups, à investir, à les aider à grandir, mais qu'elles s'ouvrent aux concurrents et qu'elles soient même les concurrents de vos équipes, hein, parce que ça doit créer une saine émulation. Je pense qu'il y a énormément d'enjeux sur le serviciel. Valérie en a parlé sur les personnes âgées, les personnes handicapées. Il y a aussi les étudiants, les jeunes actifs qui comptent beaucoup sur les acteurs du HLM, et les acteurs HLM en logent beaucoup. Et là-dessus, les attentes sont effectivement complètement différentes. Et il y a des virages à gagner. On parlait tout à l'heure, tu parlais de la clé quand on rentre dans un logement. Pour un gamin de 18 ans, c'est surréaliste. Parce qu'en plus, il perd ses clés. Oui. Il perd rarement son iPhone. Il perd rarement son téléphone. Très bien. Un dernier mot, Emmanuel François. Non, c'était un mot d'avenir. En fait, c'est vrai qu'on a parlé du logement de demain, mais je voudrais moi intégrer ce logement de demain et le bâtiment de demain qu'on construit maintenant, le bâtiment 4.0, dans une vision de société que j'appelle la troisième révolution urbaine. On a montré que nos activités changent, que les bâtiments, les villes ne répondent plus, ne collent plus à ces nouvelles activités, à nos évolutions, à la mutation de société que moi je traite de civilisationnelle. Et je pèse mes mots. Et le numérique est au centre de cela. Et aujourd'hui, il faut vraiment ne pas hésiter à remettre en cause des acquis de dizaines d'années, centaines d'années, voire milliers d'années. On est dans une nouvelle société, une nouvelle civilisation. Et je donne 2 exemples. On a parlé d'énergie. Hein. Aujourd'hui, l'énergie est au cœur. Et bien sûr, elle est au cœur. Et on va devoir aller vers de la production locale, du stockage local. Donc un réseau local. Hein. Et c'est un autre type de réseau. D'ailleurs, moi, je parle de courant continu alors qu'il est en courant alternatif. Donc c'est des vraies mutations majeures. Hein. Le véhicule électrique est en courant continu, il va arriver dans le bâtiment. Mais c'est aussi l'eau. On l'oublie, l'eau. Mais sachez que cet été, c'est possible qu'on ait des problèmes d'eau en France. On voit bien qu'il y a des sécheresses. Eh bien, c'est aussi avoir une gestion de l'eau locale. Donc, aller vers 2 réseaux d'eau. Et ça, si vous voulez, on n'en parle pas. Mais effectivement, on parle de smart grid autour de l'énergie. Mais c'est aussi des smart grids autour de l'eau, voire des déchets. Donc, cette mutualisation il va falloir qu'on récolte l'eau, qu'on la traite localement, qu'on ait un réseau d'eau potable et un réseau d'eau grise. Oui, ça doit être dans le bâtiment de demain qu'en réalité doit construire, penser aujourd'hui. On n'a pas le choix. Je vous dis, on n'a pas le choix. Après, c'est les communs, j'en ai parlé. Mais juste ce que je voulais dire, c'est que la donnée est au cœur de cela, on voit bien, avec cette idée de jumeaux numériques. Et cette donnée, elle doit être la propriété du citoyen, de l'usager. Donc, il faut inverser la pyramide. Compris. Tout doit partir du citoyen. Aujourd'hui, je parle, moi, d'assemblée citoyenne numérique. En grec, c'est ecclésia numérique, donc église numérique. Et je pèse aussi mes mots. Donc, effectivement, il faut inventer cette église numérique. Et donc, le bailleur social peut être un acteur de créer cette assemblée numérique. Il faut repenser la gouvernance. Et puis ensuite, il faut incarner ces données. Donc, il faut qu'on ait des mini-data centers au niveau des quartiers. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et ce n'est pas, effectivement, un cloud souverain qui va être géré par une collectivité ou par l'État. C'est géré localement. Et les citoyens verront leurs données. Et il y aura, comme vous le disiez, un nouveau métier avec des acteurs qui seront tiers de confiance de ces données. Moi, je parle, pour que les gens s'en souviennent, du druide numérique, c'est-à-dire celui qui sera la personne qui sera le correspondant des citoyens avec les... Mais oui, c'est une vision des images, bien sûr, voilà. Bien sûr. Merci Emmanuel François. Juste Smart Building Alliance, c'est une association, on comprend bien qu'il y a un appel aussi à discuter, à communiquer, à mutualiser. Est-ce qu'on peut donner des coordonnées? Est-ce que oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est 500 membres, très transversal, puisqu'on... Voilà.
Donc, vous allez sur le site Smart Building Alliance for Smart Cities. Vous êtes les bienvenus. On travaille en écosystème. On est à l'origine de cadres de référence, notamment le cadre de référence Ready to Service R2S pour le résidentiel, pour porter cette infrastructure numérique. Et aujourd'hui, c'est une démarche non plus française, mais européenne. Très bien. Et l'objectif, c'est de créer SBA international à Bruxelles en fin d'année. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette table ronde. Merci pour votre disponibilité, votre présence aussi. Ça fait très plaisir de vous avoir en vrai ici à Paris et la qualité de vos échanges. Merci à vous qui nous avez regardés pour cette conférence d'ouverture qui sera disponible en rediffusion, en replay dans quelques instants. Suite de Digital Habitat à 11h, donc dans une demi-heure, avec la table ronde numéro 2, dont le thème est quelles innovations digitales pour favoriser l'atteinte des objectifs environnementaux dans les constructions et les réhabilitations. Donc on parlera un peu technique. À tout à l'heure, excellente journée, merci beaucoup.